impactés. Bonsoir messieurs. Bonsoir Sarah Cissé. Et merci pour toutes ces informations. Vous l'avez dit, nous recevons avec beaucoup de plaisir Babacar Ndiaye, président du bloc des petites et moyennes entreprises impactées. Vous êtes également PDG de JOR, ingénieur spécialiste en assainissement. C'est pour être vraiment complet. Et là, vous êtes présent sur ce plateau en tant que chef d'entreprise. Bonsoir Babacar Ndiaye. Bonsoir M. Der. Première question, c'est quoi les entreprises impactées, les PME impactées? Mais avant de répondre à cette question, vous me permettrez quand même de souhaiter une bonne et heureuse année à vous et à vos téléspectateurs. Merci. Et aussi au pays pour quand même qu'on ait les années à venir un développement quand même stable. Merci. Bon, pour ce qui est des entreprises impactées, bon, je crois que la définition qu'on peut donner, c'est des entreprises qui avaient une trajectoire de développement et qui, par des phénomènes exogènes qu'on impute beaucoup à l'environnement économique, a freiné leur développement. Par exemple, le Covid? Non, c'est avant le Covid. Parce que si, par exemple, ces entreprises étaient, ces PME, j'allais dire, étaient quand même dans un environnement favorable, je crois que le Covid allait être mieux supporté. Mais malheureusement, ça a trouvé que nos entreprises étaient presque en très bonne partie à genoux. Alors, vous pointez du doigt dans le document dont j'ai eu connaissance plusieurs politiques économiques inadaptées et vous pointez du doigt les zones industrielles comme les domaines également. Oui, vous savez, M. Der, le Sénégal quand même n'est pas un pays sans passé. Bon, dans le passé, quand même, il y a eu beaucoup de tentatives de développement de l'entreprise, comme la zone industrielle. Aujourd'hui, cette zone industrielle est devenue un entrepôt de conteneurs. Vous allez dans la Sodida, au démarrage, il y avait 67 entreprises qui évoluaient dans la métallurgie, la plomberie, la menuiserie, etc. Aujourd'hui, de ces 67 entreprises, il n'en reste pas plus de 5. La Solida est transformée, vous le voyez bien chaque jour, en garage, en atelier de peinture, en entrepôt, etc. Ou hangar. Ce qui fait que quand même, ces politiques de développement qui étaient impulsées quand même par les anciens, ces politiques-là n'ont pas été suivies. Alors, il y a également, vous pointez du doigt, l'ouverture, comme vous l'appelez, ouverture béante de notre économie à l'étranger et sans filtre. Ah oui, je le dis, et sans filtre. Parce que nous n'avons rien contre. On n'a rien contre que les entreprises étrangères viennent au Sénégal y travailler. Parce que nous allons dans les pays de la sous-région pour y travailler. Mais le problème est que tout ceci doit se faire quand même avec une certaine parcimonie, faire en sorte que quand même les enfants du pays quand même aient plus accès au marché que les étrangers. C'est le contraire qui se passe. C'est le contraire qui se passe en ce sens que tous les marchés sont donnés en grande partie à des entreprises étrangères. Quand je parle de filtre, c'est que bon, ces marchés doivent se faire par exemple avec de la co-traitance. Parce que la sous-traitance n'a rien donné. Parce que c'est des prix vraiment étriqués. Mais justement, même dans la sous-traitance, parfois on voit que les parts de marché qu'on cède aux entreprises sénégalaises, ces entreprises ont du mal à les boucler, à les exécuter. Mais tout à fait, c'est ça la réalité. Donc ces entreprises, effectivement, ont du mal et c'est pour ça. Ce qui a été fait, par exemple, avec la réalisation du TER, nous avons applaudi. Nous avons applaudi parce qu'il y a eu de la co-traitance, il y a eu aussi des marchés qui ont été affectés à des entreprises sénégalaises. Vous voyez, pour la réalisation du TER, nous ne savons pas faire de pareils trains, mais pour ce qui est, par exemple, des travers qui sont sous les rails, pour ce qui est, par exemple, des bâtiments comme la gare de Diamniadio, etc. Mais ça a été construit par des entreprises sénégalaises. Donc, c'est là où, quand même, nous demandons quand même à l'État ou à notre administration économique de vraiment aider les entreprises, quand même, à accéder au marché public. Les parts de marché, donc, manque de parts de marché, comme vous le dites, est-ce que c'est au plan financier ou l'expertise qui fait défaut? Ah non, l'expertise ne peut pas faire défaut. En ce sens que, je peux dire que la sous-région, tous les édifices publics que vous voyez dans la sous-région ont été construits par des Sénégalais. Ce n'est pas pour rien quand vous allez dans les pays de la région, de la sous-région, que vous rencontrez des Diop, des Ndiaye, etc. C'est parce que c'est leurs parents qui étaient des chefs de chantier dans ces pays. Donc,
tous ces pays-là ont été pratiquement construits par des entreprises sénégalaises. C'est aujourd'hui quand même qu'on réunit l'expérience ou l'expertise de l'entreprise sénégalaise. Et il y a une morbidité accrue de ces PME, comme vous l'avez signalé, malheureusement. Ah oui. C'est que le problème aujourd'hui, on parle plus de création d'entreprises qui ont été incitées ou catalysées par l'État. Mais on ne parle pas de morbidité d'entreprises qui meurent à la naissance. Et qui, beaucoup ne passent pas la première année. Non, beaucoup partent à la première année. Mais vous savez, hein, les entreprises sénégalaises ont une trajectoire en parabole. Dès que tu arrives au sommet, tu retombes. C'est rare, je vous dis, regardez bien, c'est rare de voir une entreprise sénégalaise qui a entamé un développement, comme je disais, une trajectoire, et qui poursuit la trajectoire jusqu'au sommet. En général, est-ce que ce n'est pas parce que aussi ce sont des entreprises familiales? Non, une entreprise familiale peut se développer. On a vu des entreprises familiales comme Sedima, etc., qui se sont développées. On a vu à l'étranger les Rockefeller et les Ford qui sont développés. Mais dans le genre, je veux dire, rarement ces entreprises survivent à leurs créateurs. Non, c'est pas les entreprises survivent à leurs créateurs parce que les entreprises s'essoufflent avant que leur créateur ne disparaisse. Les entreprises s'essoufflent et vont à l'extinction avant cela. Alors, donc, on va parler un peu de comment remédier à tout cela, les solutions. Par exemple, vous associez, vous, PME, dans tout ce qui se fera dans votre domaine? Oui, là, quand même, je voulais dire quand même que nous, le bloc que nous sommes en train de former, hein, et c'est un bloc qui n'est pas dans toute revendication. C'est un bloc quand même qui doit faire des propositions pour aider l'État à solutionner les problèmes que nous lui posons. Donc, pour cela, nous proposons à l'État quand même de rencontrer les entreprises, les PME, et de discuter avec les PME sur les solutions qui doivent leur permettre de se développer. Vous voyez par exemple en France, je le cite très souvent, la CAC 40. Mais c'est quoi? C'était les 40 meilleures entreprises qui étaient regroupées. Et la CAC 40, ça veut dire la concertation en assistance continue. Les entreprises, il faut les assister. Mais avec le système libéral, on a l'impression qu'on laisse chacun se débrouiller comme il peut et advienne que pourra. Alors, faut-il revenir au système SONEPI et également les agences d'appui qui se multiplient, faut-il les regrouper? Non, les agences d'appui, c'est plusieurs médecins autour d'un malade. D'un malade et qui n'arrivent pas non seulement à le diagnostiquer, encore moins à le soigner. Bon, à le guérir. Mais donc, la SONEPI, vous voyez, dans le passé, les entreprises en difficulté étaient soutenues par la SONEPI. La SONEPI avait deux fonds, un fonds de promotion et un fonds d'investissement. Le fonds de promotion, c'était pour aider les entreprises à aller de l'avant. Et il y avait un fonds qui était là pour les entreprises en difficulté. La SONEPI vous accompagne pendant 2 ans et vous exonore de toutes les attestations comme le quitus fiscal, comme l'IPRES, etc., pour vous permettre de tenir dans vos jambes et de continuer. Au bout de 2 ans, si vous arrivez à vous en sortir, tant mieux. Sinon, la SONEPI se retire. Mais pendant ces 2 ans, la SONEPI reste actionnaire dans la société. Et ça, c'est ça qui a fait les beaux jours aussi de la SODIDA, où moi j'ai été dès le départ. La SODIDA, et là j'en profite pour rendre hommage à Mme Ndeye Khoudia Khol. Ndeye Khoudia Khol, à l'époque, quand elle faisait la visite des entreprises tous les mois, et on lui exposait nos problèmes. Quand c'était des problèmes avec l'État, mais c'est elle qui allait régler les problèmes. Même si c'était des dettes au niveau de l'État, c'est elle qui allait directement régler les problèmes. Mais là, je voulais ajouter aussi une chose. Vous savez, dans le passé, parce que nous avons l'expérience de l'entreprise. Dans le passé, moi, je dis que tous les mois, on rencontrait le ministre chargé de la PME et des entreprises. Tous les 6 mois, on rencontrait le Premier ministre. Et tous les ans, quand le président Abdou Diouf était là, on le rencontrait. Et c'est là où on posait les problèmes. D'ailleurs, j'en profite vraiment pour rendre encore un vibrant hommage à M. Mansour Kama. Aujourd'hui, l'entreprise est orpheline. Elle est orpheline parce que M. Mansour Kama vraiment défendait avec beaucoup de courage et de pugnacité l'entreprise sénégalaise. Malheureusement, depuis sa disparition, on sent quand même l'entreprise, surtout la PME, elle est orpheline. Un autre levier, le patriotisme économique, par exemple. Bon, le patriotisme économique, ça fait défaut dans notre administration.
Ça, franchement, et ce patriotisme économique quand même, qu'il est impacté par le fait que la PME n'est pas écoutée, la PME n'est pas entendue. L'entreprise aussi de même. Une législation adaptée. Non, notre législation, elle est ce que les colons en avaient fait et en avaient voulu. C'est la même législation qui perdure. Et elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée parce que c'est une législation qui, un exemple, qui favorise par exemple dans la préférence locale, on est même au même pied d'égalité que les Français et les Marocains. Donc, quand vous êtes sur un marché, vous ne pouvez pas avoir... Et même une entreprise qui vient s'installer aujourd'hui au Sénégal a les mêmes intérêts et les mêmes avantages que les entreprises sénégalaises. Alors que dans d'autres pays, c'est impensable. C'est impensable. Et c'est ça qui fait que aussi, la législation qui était laissée avec les banques, c'est la même qui continue. Et les entreprises subissent la furie des banques. Et dans le cadre des études de projet et d'accompagnement, réalisation, développement, qu'est-ce qu'il y a à faire toujours peut-être avec l'assistance de l'État, l'accompagnement de l'État? Oui, là il y a c'est mieux qu'assistance. Assistance, là, non, nous préférons l'accompagnement que l'assistance. Il y a beaucoup à dire. Vous savez, dans le passé, on sentait effectivement, comme je l'ai dit tantôt, l'accompagnement de l'État. Et les grands projets étaient vraiment analysés en termes de développement et non en termes de réalisation. Si on prend par exemple le cas des projets qui ont été érigés ces derniers temps, on voit que ces projets, c'est seulement la réalisation qui importe et l'inauguration. Or, dans le passé, moi quand j'étais cadre à la SONES, tous les projets étaient étudiés au niveau de la direction de l'hydraulique. Mais ces projets, quand ils nous parvenaient, nous étudions ces projets et ça passe par le BOM, le Bureau Organisation et Méthode, qui regarde ces projets à travers leurs effets induits, leur impact social, leur impact sur l'emploi, leur impact sur les valeurs ajoutées, etc. Mais ça, ce n'est plus de mise. Donc là, le BOM faisait un travail extraordinaire. Et les projets étaient, comme je disais tantôt, vus en termes de développement et non en termes de réalisation. Vous avez soif, on vous donne de l'eau, taisez-vous. Vous êtes membre du patronat, c'est vrai, mais vous êtes également membre de la Chambre de commerce. Dans le cadre de ce combat-là, qu'est-ce que vous comptez faire avec la Chambre de commerce? Ah, là j'ai oublié. Vraiment, je dois faire une... enfin, je dois vraiment remercier et féliciter le président de la Chambre de commerce. Parce que tout ça se fait sous sa férule. C'est le président de la Chambre de commerce, quand même, qui est l'institution quand même fêtière, qui regroupe toutes les entreprises, qui est en train de nous assister à la mise en place de ce bloc des PME impactés. Là, vraiment, la Chambre de commerce, bon, je suis membre associé, mais vraiment, là, une fière chandelle. Alors, on va parler un peu de votre cœur de métier. On saisit l'occasion. La problématique de l'eau. Malgré KMS 3, on voit que dans certains quartiers de Dakar, on manque toujours de ce liquide précieux. Comment ça s'explique? Bon, ça s'explique par le fait que c'est des projets qui sont venus des fois un peu en retard. Parce que le développement de Dakar se fait d'une manière plus rapide quand même que l'alimentation en eau. Vous savez, on est parti de la route des puits, où il y avait eu les premiers forages. Après, ce fut les forages de Thiaroye, Sandok, Poudre, etc., qui ont alimenté Dakar. Mais après, Dakar a doublé. Quand Dakar a doublé, on est passé au lac de guerre 1, lac de guerre 2, etc. C'est après que les KMS sont arrivés. Mais est-ce qu'on ne va pas arriver à KMS 10 Mais on va arriver à KMS 10. Parce que, est-ce que c'est la solution finalement? Non, là on a raté un virage. Par exemple, le canal du Cayor. Si le canal du Cayor était réalisé à l'époque, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Non seulement ça va aller abreuver Dakar, mais ça allait créer des zones d'irrigation le long de son parcours, le long de son tracé. Et ça, c'est une occasion que nous avons ratée. Vous savez, on ne peut pas développer... C'est vrai que mes collègues de la SONES sont en train vraiment de faire beaucoup d'efforts, mais c'est des efforts qui vont être... C'est comme le mythe de Sisyphe. Exactement. Ça va continuer. Éternel recommencement. Éternel recommencement. Alors, dites-moi, comme je disais, vous êtes spécialiste en assainissement.
Dakar connaît, le Sénégal en général, mais particulièrement Dakar et sa banlieue connaît de manière récurrente des problèmes d'inondation. Selon vous, est-ce que ce sont les solutions que vous voyez dérouler qui sont les bonnes? Bon, c'est des solutions, hein, c'est des solutions, mais c'est des solutions qui peuvent ne pas donner toujours les résultats escomptés. Pourquoi? Parce que l'assainissement, avant tout, c'est le plan d'aménagement du territoire. C'est votre cœur de métier. Si le président vous appelait pour vous demander, Monsieur Ndiaye, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous auriez fait avec votre expérience? Je ne dis pas que je vais trouver la solution optimum, mais je dis que pour ça, il faudra tracer des canaux qui vont aller vers la mer. Parce que si vous voyez par exemple le Dakar... Et ceux qui sont là ne sont pas capables de le faire? Non, non. Ceux qui sont là... De l'imaginer et de le faire? Non, ils peuvent l'imaginer et le faire. Mais le problème qui se pose, c'est que quand vous avez déjà une ville qui est là, un peu parsemée, où il n'y a pas de tracé de route, où il n'y a pas de bonne voie, mais il vous est difficile de mettre des canalisations d'assainissement. Là où il faut. Là, il faut. Là, il faut. Et c'est ça qui crée le problème d'une part. Mais d'autre part aussi, il y a l'ensablement. Mais il faut avoir le courage de faire ce qui doit être fait. Ah, mais ça, mais si on se débarrasse de la clientèle... Vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Mais si on se débarrasse du clientélisme politique, ça peut être fait. Exactement. Oui, ça peut être fait. Monsieur Ndiaye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Babacar Ndiaye, qui est PDG de JOR, qui est également président du bloc. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. C'est moi.